Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On parlera de finances, on parlera du mois du patrimoine franco-ontarien. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi la députée d'Ottawa-Vanier, Lucille Collard. Et ça fait toujours plaisir de parler avec vous, Madame Collard. Et tout de suite, pour commencer, on aimerait ça avoir un retour sur l'année qu'on vient de vivre. Comment vous l'avez vécu dans votre communauté? Bonjour Claude André, merci beaucoup de m'avoir à nouveau à votre émission. Toujours un plaisir de venir jaser avec la communauté francophone à Ottawa, Ottawa-Vanier plus spécifiquement. Alors oui, bien évidemment, l'année qui vient de passer a été riche en émotions de toutes sortes. On a eu des hauts puis des bas. Comme tout le monde, moi aussi j'espérais qu'on verrait la fin de la pandémie. Il y avait eu des relâchements cet été, donc on avait bon espoir qu'on était sur la bonne voie. Ça, c'était jusqu'à ce que les variants arrivent. Alors, on a été un peu déçus avec ça. L'espoir a fait place à la résignation et puis on a continué du mieux qu'on pouvait. Alors, ça a été, comme tout le monde, là. Beaucoup de résignation, mais en même temps, je pense que les gens sont résilients, puis on continue de faire ce qu'il faut. Et j'ai voulu aussi qu'on parle de qu'est-ce que vous a marqué durant mais pas seulement durant cette pandémie, mais depuis que vous êtes en poste en général. Vous êtes en poste, si je me trompe pas, depuis début 2020. Ça Puis va qui faire était 2 années bientôt. Ça coïncide exactement avec le début de la pandémie. Alors moi, j'ai pas Oui. vraiment connu la façon normale d'exercer mes fonctions parce que ça a été en plus un peu le baptême par le feu. Dans la circonscription, le défi était de taille quand même parce que mon rôle, c'est d'être à l'écoute des gens, d'aller à la rencontre des gens pour écouter leurs préoccupations, puis vraiment, connaître, savoir, m'éduquer sur la meilleure façon de les représenter, mais c'est difficile quand on peut pas rencontrer les gens puis que tout le monde porte un masque à l'épicerie, alors ça rend les discussions pas mal difficiles. Malgré cela, je pense que en m'alliant avec mes collègues au provincial, les conseillers municipaux, puis notre député fédéral, on a vite fait de figurer comment les plateformes virtuelles fonctionnaient, les Zoom, etc. Et on a pu être en communication avec la communauté, ce qui a été pas parfait, mais au moins qui m'a permis de rencontrer quand même beaucoup de gens. Alors, ça a été comme ça, là, dans la dernière année. Les gens Puis on de se rend... Vanier, là, je sais que vous Vas-y. êtes une grosse famille et puis je veux juste savoir comment, puisqu'on parle des réseaux sociaux là, mais c'est quoi les stratégies que vous avez mis en avant pour pouvoir vraiment rejoindre votre communauté? Oui, ben alors on a organisé différents événements en virtuel, puis on a essayé de toucher différents sujets là qui intéressaient les gens pour les inviter à se joindre. Puis ce que j'ai vraiment remarqué, puis qui est vraiment important de souligner, c'est que la communauté, elle est vraiment débrouillarde. Il y a eu beaucoup d'offres d'entraide. Ça a été très impressionnant. Mais les gens ont figuré comment utiliser la technologie. Même les gens qui étaient intimidés par la technologie ont trouvé la façon de continuer à rester connectés avec les gens. Donc, ça nous permet de croire que quand on veut, on peut surmonter n'importe quel obstacle, puis continuer, à vivre finalement, là. On va continuer après la pause de parler des défis et des projets, mais avant de prendre cette pause-là, puisqu'on a la chance de vous avoir ce matin, et puis on est encore en janvier, là, c'est le moment de partager des vœux. Je pense qu'on est toujours dans le temps, là, de partager des vœux à votre communauté. Oui, alors moi, je souhaite que la communauté continue sur la voie qu'elle a commencé, de continuer d'être résilient, de continuer à appuyer nos entreprises locales, qui est super important, de continuer aussi à prendre soin de nous. Puis des fois, c'est en aidant les autres qu'on retire une certaine satisfaction. Alors, j'encourage la communauté à continuer sur la voie qu'on est, de pas se décourager parce qu'il y a nécessairement une fin à la situation qu'on est en train de vivre.
Et puis il y a aussi le fait d'encourager les gens à se faire vacciner parce que je pense que c'est aussi en tout cas votre cheval de bataille. Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore un peu réticents? Oui, ben, je pense que les gens doivent se rendre à l'évidence que c'est la meilleure façon pour aider tout le monde à s'en sortir. Tout le monde veut retrouver un genre de vie normal, puis ça passe par la vaccination. Alors, c'est peut-être un petit sacrifice à faire qui va donner de grands bénéfices. Alors, si tout le monde peut comprendre ça, ça aiderait beaucoup la cause, ça aiderait la communauté à retrouver une vie normale. Alors, j'encourage tout le monde. Je l'ai fait, je me suis fait vacciner 3 fois, toute ma famille aussi. Et on n'est pas plus mal aujourd'hui. En fait, on se sent plus en sécurité. Alors, faites-le. Définitivement. Merci beaucoup, Madame Collard. Je vous garde avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer de parler des défis et des projets parce que vous n'avez pas arrêté de travailler depuis que vous êtes en poste. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. Je vous invite à écouter et à voir Encore jeune, une émission et un magazine pour les aînés, un magazine de grandes choses constitué de toutes petites choses. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours de qu'est-ce qui se passe du côté de Ottawa-Vanier avec la députée Lucille Collard. Et si on aimerait savoir quels sont les défis qui sont montés à la surface avec la pandémie qu'on est toujours en train de vivre en ce moment du côté d'Ottawa-Vanier. Mm-hmm. Ben, on en a parlé un petit peu avant la pause. Donc, le défi, c'est vraiment de rester connecté entre nous. Hein. Tout le monde est confiné. On peut sortir que pour les choses nécessaires. Puis même quand on se retrouve dans des endroits publics, lorsque c'est permis, et comme ça va être permis à nouveau la semaine prochaine, d'aller dans des endroits publics comme les restaurants, les cinémas, on est encore dans des situations où il faut garder nos distances. Moi, je suis allée au cinéma avec les enfants et il y a des sièges qui nous séparent du plus proche voisin. Alors, tu peux même pas avoir une conversation. Alors, on se rend compte que c'est quelque chose qui manque beaucoup aux gens. La proximité, c'est quelque chose qui est très important. Puis la proximité physique, c'est ça qui nous permet aussi de nous rapprocher des gens. Alors, ça demeure un grand défi. Puis je pense que ça touche les personnes de façon différente. Je pense qu'au niveau de notre santé mentale, ça peut venir nous chercher. Alors, cet aspect-là, c'est important. Puis c'est important de trouver des façons d'avoir du fun, hein, dans chaque journée, tu sais, qu'on trouve de faire des choses qui nous font plaisir pour nous-mêmes, puis d'essayer d'aller vers les autres de façon différente. Puis dans la circonscription, je vous dirais, parce que je voulais toucher un peu à mon travail dans la circonscription, puis parler de mon personnel, parce qu'ils font un travail incroyablement important. Les gens qui rejoignent mon bureau, que
ce soit par téléphone ou par courriel, c'est des gens souvent qui sont dans le besoin, qui vivent des frustrations, qui seront assez négatifs, qui ont besoin d'aide. Et ça peut être lourd pour quelqu'un qui est au front, comme mon personnel, de recevoir ces appels-là, des gens qui sont peut-être frustrés même, qui sont même en colère à propos de tout ce qui se passe, puis de pas être capable d'avoir l'aide dont ils ont besoin ou de faire ce qu'ils veulent. Alors, tu sais, malgré tout, mon personnel est toujours demeuré courtois, poli et toujours avec une grande motivation là, qui les a jamais laissés de vouloir aider les gens le plus possible. Puis je veux vraiment les remercier sincèrement pour ça, parce que les gens peut-être se rendent pas compte, parce que les appels qui rentrent ici, c'est pas des gens qui nous disent nécessairement hey, beau travail, la gang, tu sais, on est content que vous soyez là. C'est souvent pour dire pouvez-vous m'aider, ça n'a pas d'allure. Donc, tu sais, à la fin d'une journée, ça peut être lourd de recevoir ce fardeau-là. Donc, ça, c'est le côté de la circonscription. Puis, je voulais peut-être aussi parler de mon travail à Queen's Park, à Toronto, parce que ça l'a continué pour nous aussi. Donc, à Queen's Park, moi, je me retrouve dans un environnement où j'ai tous des nouveaux collègues, parce que je suis arrivée à mi-parcours, là, on s'entend, et j'ai pas d'occasion de les rencontrer de façon informelle pour pouvoir me rapprocher d'eux, pour pouvoir leur expliquer ou leur faire voir mon côté des choses, parce que les seuls échanges qu'on a, c'est dans le format qui est très formel de l'Assemblée. Alors, on est assis en face de l'autre et c'est la période des questions ou c'est pendant les débats ou les travaux de comité. On est tous à distance. On se parle seulement de façon officielle. Et il n'y a pas d'opportunité ou d'événements sociaux où on peut échanger de façon informelle, puis apprendre à connaître les gens, puis ça, j'ai trouvé que c'est quand même un grand défi au niveau de mon travail de député. Malgré tout ça, j'ai quand même pu utiliser beaucoup d'outils là, qui sont à ma portée pour pouvoir bien représenter les gens de Vanier. Ça m'a pas empêché de faire mon travail, mais ça m'a empêché d'exploiter peut-être l'aspect plus personnel qui est de faire connaître aux gens la personne que je suis, mes valeurs personnelles, puis de les convaincre peut-être de penser à certaines choses de la même façon que moi je les vois. Tellement bien dit là. Et c'est quoi vos valeurs personnelles, Madame Collard? La collaboration, pour moi, c'est la clé. C'est la clé à bien des enjeux. Je pense que c'est comme ça qu'on résout les problèmes en collaborant ensemble. C'est ce que j'ai fait avec mes collègues ici au niveau municipal, au niveau fédéral. Et je pense que c'est important parce qu'il n'y a pas un problème, un enjeu qui appartient à une seule juridiction. Je pense que c'est seulement en travaillant ensemble qu'on peut attaquer le problème de toutes les facettes différentes puis de trouver des solutions durables. La collaboration aussi entre les partis, je veux dire, on sait que la partisanerie, là, ça joue un grand rôle là, en politique, mais il y a quand même des façons de collaborer où on peut laisser ces lignes partisanes-là de côté. Puis, on le voit un peu, ça arrive parce que moi, j'ai partagé des idées qui ont été adoptées éventuellement par le gouvernement. C'est pas parce que j'ai eu la chance de leur parler en coulisses puis leur dire écoutez, avez-vous pensé à ça? Ça serait une bonne idée peut-être d'attaquer ce problème-là de cette façon-là. Parce que, bon, comme je l'ai dit, les occasions n'existaient pas. Mais moi, j'ai vu comme le logement abordable puis les sans-abri comme étant vraiment une priorité. Puis s'il y a une promesse importante que j'ai faite avant d'être élue, c'était que je m'attaquerais au problème. Puis une des premières choses que j'ai fait, c'est créer un groupe de travail justement pour s'attaquer à ce problème-là qui existe à Ottawa-Vanier de façon très importante, il faut se le dire, mais qui existe partout en Ontario. Le gouvernement provincial vient au mois de décembre de créer un groupe de travail similaire à ce que moi j'ai fait il y a 1 an et demi. Wow! Alors, s'ils veulent avoir des conseils de ma part, parce que j'ai fait beaucoup de consultations, beaucoup de travail de recherche, j'ai élaboré beaucoup de stratégies, alors je les invite à venir me voir. On pourra peut-être avoir une discussion là-dessus.
Et puis, Madame Collard, il y a un mot qui est revenu quand vous étiez en train de parler de votre travail, c'est le terme collaboration, qui est l'une de vos valeurs. Je pense que c'est le leitmotiv même des gens de Vanier. Nous, on a pu le voir ici à l'émission parce qu'on a reçu beaucoup d'organismes qui venaient du côté de Vanier. Là, le problème qui est sorti durant cette pandémie du côté de Vanier, c'est l'insécurité alimentaire. Mais je pense que vous avez réussi avec vos organismes. C'est incroyable quand je pense au déjeuner des flocons. Là, je vois comment la communauté était motivée malgré la pandémie. J'étais vraiment en admiration, sincèrement. Yeah. Moi aussi, en fait, j'étais pas seulement en admiration, j'étais vraiment fière de faire partie de cette communauté-là qui a le cœur sur la main, qui a l'entraide comme valeur centrale. Écoute, les gens appelaient mon bureau pour dire comment est-ce que je peux aider? J'aurais du temps, là, je suis à la maison, à qui je peux m'adresser pour offrir mon aide? J'ai été vraiment, ça m'a réchauffé le cœur de voir que les gens s'entraident comme ça. Ça a été vraiment une belle preuve d'amour, puis ça me rend tellement fière d'avoir été choisie pour représenter ces gens-là puis de travailler pour eux dans mon rôle de députée, définitivement. Les gens de Vanier, là, c'est vraiment une grosse famille. Là. Je pense que je vais peut-être m'approcher là pour devenir l'une de vos voisines. Alors là, pour terminer, là, les élections, on sait, ça arrive à grands pas. Comment vous préparez ça de votre côté? Je ne sais pas si on peut en parler ou pas. Oui, on peut en parler. Écoute, ça va être le 2 juin. Alors, c'est plus proche qu'on le pense. On commence déjà à s'y préparer, définitivement. Ça me rend très fébrile et en fait, j'ai très hâte parce que je suis très fière de mon bilan. Je pense que ce que j'ai fait pendant les 2 dernières années, ça démontre que malgré la situation qui est moins qu'idéale, on est capable quand même d'accomplir des grandes choses, même en étant dans l'opposition. J'ai parlé tantôt du groupe de travail, mais j'ai utilisé tous les outils à ma disposition à Queen's Park pour faire avancer les dossiers avec un certain succès, je dirais, dont j'ai pas à me cacher, là. Alors, j'ai très hâte, puis je suis confiante aussi que avec l'engouement puis les gens reconnaissent aussi les valeurs qui sont les leurs, qui se rapprochent de celles du Parti libéral. C'est le parti qui représente le plus les valeurs, en tout cas des gens d'Ottawa-Vanier, puis je pense à travers la province aussi. Je suis très confiante que je vais me retrouver avec beaucoup plus de collègues à mes côtés après le 2 juin. Merci beaucoup, Madame Collard, et nous, on vous souhaite bon succès, en fait, pour l'année à venir. Au revoir. Merci beaucoup à toi pour l'entrevue. C'était très agréable, encore une fois. Au revoir, Claude André. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de suivre l'actualité de la députée d'Ottawa-Vanier, vous êtes invité à visiter son site web www.lucillecollard.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des activités entourant le mois du patrimoine franco-ontarien qui s'en vient pour février. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention. Red flag,
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers pour célébrer le mois du patrimoine franco-ontarien. Le réseau du patrimoine franco-ontarien offre plusieurs activités. Pour en parler, la directrice générale Danielle Pécoré-Yougori. Et Danielle, ça fait tellement longtemps qu'on s'est parlé que j'ai envie qu'on rappelle aux gens qui nous regardent le mandat du RPFO. Bonjour. Bien sûr, le mandat du RPFO, c'est de faire rayonner le patrimoine franco-ontarien partout en province. C'est très simple, mais c'est un grand mandat. Il y a autre chose que j'ai vu dans votre mandat que j'aime beaucoup parce que ça me touche personnellement, c'est que vous militez en fait pour l'inclusion de la diversité ethnoculturelle. Et en ce moment-là, je pense que c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant pour toutes les communautés d'Ottawa et de partout un peu en Ontario. Bien, en fait, dans notre dernier plan stratégique, on a vraiment formalisé un objectif par rapport à l'inclusion des communautés ethnoculturelles, l'inclusion de la jeunesse, mais aussi des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes de partout en province. Donc, on désire vraiment devenir un vrai réseau provincial qui rejoint les gens de toutes les parties de la province et de toute ascendance culturelle. Alors, quand on parle du patrimoine franco-ontarien, à quoi on fait allusion concrètement? On a une définition assez large du patrimoine, donc ça peut inclure des vieux bâtisses, mais ça inclut aussi tout ce que nos ancêtres nous ont légué au niveau de la nourriture, le théâtre, la musique, le folklore, la littérature. C'est vraiment très, très large comme définition. Est-ce que, Danielle, tu penses qu'il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de l'Ontario français, qui ne maîtrisent pas vraiment cette histoire-là? Bien sûr, et entre autres, nous reconnaissons que certaines communautés immigrantes et certaines communautés ethnoculturelles qui parlent français en Ontario, qui connaissent beaucoup moins l'histoire et la culture des Ontariens et des Ontariennes qui parlent français. Donc, nous, on a une consultation publique qui s'en vient au mois de février, donc les 1er, 2, 3, 7 et 12 février, si je me souviens bien. Je pense que vous allez afficher l'annonce. Je pense que l'annonce va s'afficher sur l'écran. Mais on encourage vraiment toutes les personnes en Ontario de participer à cette consultation-là pour vraiment connaître comment mieux faire connaître le patrimoine à ces communautés-là et comment mieux intégrer les personnes racisées, les personnes de communautés ethnoculturelles et des personnes immigrantes dans la grande famille du patrimoine franco-ontarien. C'est un projet financé à travers... Oui, ben en fait, on a été chanceux de recevoir un financement de la part de l'Éducacentre, qui est un collège à Vancouver qui s'est intéressé à cet objectif-là et qui va financer finalement ces consultations-là. Donc, on a très hâte des résultats, puis on va intégrer ces résultats-là de cette recherche appliquée-là dans nos activités pour les années à venir. Alors, comment ça va se passer, ces consultations-là? Est-ce qu'à chaque date, parce que là, j'entends, si je ne me trompe pas, le 2, le 7 et puis le 12, quelque chose comme ça, est-ce qu'il y aura des conférenciers à chaque fois? C'est pas des conférenciers, c'est vraiment une consultation, donc des questions. On va laisser du temps et de l'espace pour que les gens puissent s'exprimer. Et c'est mes collègues que vous voyez à l'écran, Bodhi et Lydia, qui vont mener à bien ces consultations-là. Donc, les gens peuvent se joindre à n'importe laquelle. Ça va être le même contenu, que ça soit le 1er, le 2, le 3, le 7 ou le 12 février. Super, c'est bon à savoir. Donc, pour s'inscrire, là, je pense que les gens pourront aller directement pendant qu'on se parle, aller s'inscrire au www.rpfo.ca. On va maintenant parler de ce fameux mois de février là qui s'en vient, qui vient célébrer le patrimoine franco-ontarien. J'aime beaucoup la thématique, c'est par, pour et avec l'éducation postsecondaire en Ontario français. Pourquoi ce choix de thème? Mais le thème est vraiment d'actualité. On en parle dans le milieu depuis, dans les communautés franco-ontariennes, on en parle depuis quelques années de plus en plus avec l'inauguration de l'Université franco-ontarienne, avec les changements au sein de différentes institutions postsecondaires dans la province. Donc, tout le monde en parle. Puis nous, on se dit, est-ce qu'on peut aller puiser des leçons de l'histoire, des leçons dans l'évolution de nos institutions, de nos droits à l'éducation postsecondaire en français? Est-ce qu'on peut aller puiser ces leçons, les mettre en évidence pour contribuer à ce dialogue-là?
Et puis, je pense que quand, Daniel, tu mentionnes l'histoire, là, ça me fait penser à votre ambassadeur du mois du patrimoine, là, Monsieur Serge Miville, qu'on va recevoir, je pense, bien plus tard la semaine prochaine. Lui, c'est un historien et je pense que c'est ce genre de partenariat, là, qui est gagnant-gagnant pour le RPFO. Effectivement, c'est la deuxième fois qu'on a un vrai historien comme ambassadeur du mois du patrimoine. Le premier était Amadouba en 2020, mais donc on se réessaye avec un vrai historien. Mais Serge Miville est aussi recteur et vice-chancelier de l'université de Sudbury et expert dans la matière de l'éducation postsecondaire en Ontario français. Il va vraiment ajouter beaucoup au niveau du contenu du thème ce mois-ci. Il va être présent entre autres au panel qu'on organise le 22 février. Donc, le 22 février à 17h, je pense que vous allez l'afficher aussi à l'écran, mais on invite tout le monde à participer. On va avoir 3 ou 4 panélistes et notre ambassadeur va être présent pour discuter justement de ces leçons-là de l'histoire de l'éducation postsecondaire en Ontario français. Ça va être vraiment intéressant. Et le lendemain, on a aussi... Oui, et le lendemain, avant le lendemain, on va y aller pour le lendemain 23 février? Oui, en fait, le lendemain, on va remettre le prix Michel Prévost. Donc, on remet à tous les 2 ans le prix Michel Prévost à un contributeur ou une contributrice à notre revue Le Chaînon. Donc, Le Chaînon qui met en valeur la généalogie, le patrimoine et l'histoire franco-ontarienne. Donc, on a 3 finalistes, si vous me permettez de les nommer. Donc, il y a Jean-François Borne pour son article « Ernest Côté, un personnage légendaire ». Deuxième finaliste, Suzanne Charon pour son article « Joe Laflamme, l'indomptable dompteur de loups ». Et enfin, Jean-Pierre Pichette pour son article « Germain Lemieux sur le Bilochet ». Donc, on va attribuer le prix à un de ces finalistes-là pour souligner leur contribution, leur article dans le journal Le Chaînon, dans la revue, Le Chaînon. Donc, et tout de suite après la remise du prix, on va lancer le numéro de l'hiver 2022 du Chaînon. Donc, et ce numéro-là a vraiment des articles très intéressants. Par exemple, on souligne le 100e anniversaire de Hearst. Avant de parler des sujets du Chaînon, du nouveau numéro, là, si tu me permets, on pourrait prendre une pause. Et juste après, j'aurai des questions même spécifiques à te poser par rapport au nouveau numéro, si ça te convient. Bien sûr. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des activités entourant le mois du patrimoine franco-ontarien et avec moi toujours la directrice générale du RPFO, Danielle Pécoré-Yuguri, et on parlait maintenant du nouveau numéro du Chaînon qui va paraître, je pense, en février. Et c'est quoi les thématiques phares de ce nouveau numéro-là? Oui, donc le numéro de l'hiver 2022 va être lancé le même soir que le panel de la cérémonie de remise du prix Michel Prévost, donc le 23 février à 17h.
Il y a des articles, entre autres, qui soulignent le 100e anniversaire de la ville de Hearst, le 100e anniversaire de la ville de Moonbeam. Et on parle aussi de vitraux historiques de l'église Saint-Joseph à Orléans qui fête aussi son 100e anniversaire de construction. Donc, il y a des articles très intéressants sur ces sujets-là, entre autres, dans le prochain numéro. Alors, quand on fait sur le chaînon, par exemple, pour l'hiver 2022, à quelle date on s'en va pour avoir un nouveau numéro du chaînon? Comment ça fonctionne avec le chaînon? OK. Les nouvelles dates de parution. Oui, donc, si vous, je vous l'apprends peut-être, mais le chaînon est écrit par des bénévoles. Donc, il n'y a personne qui est rémunéré pour écrire un article ou nous fournir une photo ou une illustration dans le chaînon. C'est vraiment juste par passion que nos abonnés contribuent au chaînon. Donc, les articles prennent souvent un peu de temps à revoir parce que c'est pas des auteurs et des autrices professionnels très souvent. Donc, la date de tombée pour le prochain chaînon qui sortira cet été, c'est le 1er avril. Donc, vous pouvez toujours communiquer avec notre coordinatrice du chaînon pour plus de détails, mais les articles ou la première ébauche d'articles est due le 1er avril. Ensuite, on prend environ un mois pour coordonner la révision des articles avec les auteurs et les autrices. Ensuite, c'est la vérification des images, les permissions de publication et tout ça qui se fait. Et normalement, on s'enligne pour publier le numéro d'été vers la fin juin. J'ai déjà vu 2 ou 3 chaînons, c'est toujours rempli de beaucoup d'informations. Et donc, je me dis, puisque c'est des bénévoles qui le font, si des gens sont amoureux de l'histoire de franco-ontarienne, c'est juste de déposer comme un écrit ou bien un texte. Normalement, ils doivent avoir une réponse dans les jours à venir s'ils sont intéressés. Mais c'est très rare qu'on reçoit des textes par surprise. Normalement, il y a un dialogue qui se passe avec la coordinatrice du chaînon. Quelqu'un nous approche pour dire, écoute, c'est le 100e anniversaire de ma ville, puis j'aimerais souligner l'histoire de ma ville dans le prochain numéro du chaînon. Et ensuite, on élabore avec cette personne-là un plan pour son article. Et donc, c'est souvent pas une surprise lorsque nous recevons une contribution. Alors, je sais que sur le site web, en bas du site web, là, il y a un gros calendrier où est-ce qu'on a toutes les dates que tu viens de mentionner. On a le 22, le 23 février qui sont déjà dans le calendrier. Mais si quelqu'un dans sa communauté a envie de célébrer le patrimoine franco-ontarien, comment il fait pour avoir accès à votre calendrier? Bien justement, je pense que vous avez le site web que vous allez mettre à l'écran, mais il y a ce calendrier-là ne souligne pas juste les activités que nous organisons au RPFO, mais toutes les activités organisées par tous les organismes, tous les individus dans la province qui soulignent le mois du patrimoine dans leur communauté. Donc, je ne sais pas ce que vous affichez à l'écran. Je pense que c'est notre site web. Mais il y avait une annonce tantôt pour le calendrier du mois du patrimoine avec le lien pour ajouter des activités. Donc, il y a juste un petit formulaire qui apparaît. Il y a juste un petit formulaire qui apparaît quand vous allez sur le calendrier. Vous cliquez ici pour ajouter une activité, puis vous devez entrer les informations de base pour l'activité. Et ça va apparaître tout de suite dans le calendrier. Et on peut aussi aider les gens à ajouter des activités. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut ajouter une activité au calendrier, puis sait pas trop comment se prendre, ben nous, on peut le faire pour vous. Donc, vous n'avez qu'à communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Donc, si je comprends bien, pour ceux qui sont plus aptes avec tout ce qui est Internet et puis technique, là, il faut juste entrer dans le formulaire ce qu'on a comme information concernant notre activité et tout de suite, c'est déjà intégré dans le calendrier? Oui, c'est ça. Oh, c'est facile. C'est facile, donc j'aimerais vous inviter. Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc, on va inviter les gens, s'ils font quelque chose dans leur communauté, à visiter le www.rpfo.ca pour ajouter quelque chose. On va revenir un peu à celui que vous avez désigné comme ambassadeur du mois du patrimoine, qui va animer un panel le 22 février à 17h. C'est déjà inscrit dans le calendrier pour les gens qui veulent des informations. Alors, j'aimerais juste savoir quel genre de thématique, si on peut en parler un peu, qui vont entourer ce panel-là. Donc, le thème, c'est vraiment l'histoire de l'éducation postsecondaire en Ontario français. Donc, on va aller puiser dans les leçons de l'histoire et on va demander aux panélistes de s'exprimer par rapport à ces leçons-là. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ajoutent au débat et à l'actualité en ce moment par rapport à l'éducation postsecondaire en Ontario français? Donc, on est vraiment, je crois, à une croisée des chemins importants en Ontario français pour l'éducation postsecondaire. Il y a des choses
choses qui se passent à Sudbury. Il y a l'Université franco-ontarienne qui est en recrutement d'étudiants. C'est vraiment un temps intéressant pour l'éducation postsecondaire. Puis nous, on veut s'assurer que les leçons du passé, l'évolution de nos institutions, que cette partie-là de notre histoire n'est pas perdue de vue dans ces conversations-là. Ben ça, je pense que c'est une grosse invitation là, pour tous les conseils scolaires. En tout cas, pour ceux qui écoutent, là, ils sont invités à participer à ce panel-là. Merci beaucoup, Daniel. Et puis, bon mois du patrimoine franco-ontarien à toi. Bon mois du patrimoine. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, j'aimerais vous rappeler que déjà pour commencer, il y aura une série de consultations pour vous aider à comprendre un peu qu'est-ce que c'est que le patrimoine franco-ontarien. Pour avoir les dates, vous avez juste à aller sur le site web. Autre chose, il y aura un panel qui sera, je vais dire, dirigé par l'historien Serge Miville le 22 février à 17h. Et ensuite de ça, il y aura une remise de prix le 23 février, le prix Michel Prévost pour durant le lancement du chaînon hiver. Ça va récompenser des personnes qui se sont, je vais dire, démarquées par leur texte dans les chaînons précédents. Alors, toutes ces informations-là, pour les avoir, www.rpfo.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle finance avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Revenant de la jolie Rachel est là, m'en revenant de la jolie Rachel, m'en revenant de la jolie Rachel est là, m'en revenant de la jolie Rachel. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles, j'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon sumacelle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, et il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon sumacelle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle finance avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Et puis ça, c'est un domaine qu'il maîtrise beaucoup, moi pas du tout. Et aujourd'hui, on a décidé de parler, ou tu as décidé de nous parler du régime enregistré d'épargne invalidité. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette petite bête? Déjà, la première chose, faut savoir que ce régime-là est donc pour toute personne invalide et qu'au Canada, environ seulement 15 à 20% des gens qui auraient la possibilité de l'utiliser l'utilisent. Donc il y a très peu de gens qui l'utilisent. Toutes les institutions bancaires ne le proposent pas parce que il y a des règles forcément et des fois ça peut paraître un peu compliqué. Donc tout d'abord, il faut demander un crédit d'impôt d'invalidité, donc prouver à l'État en fin de compte que vous allez recevoir des subventions puisque vous êtes invalide. Alors, là où c'est très important, c'est invalide. Et souvent, les gens valides comme nous, on dit invalide égale on est en chaise roulante ou on a des gros problèmes, on n'arrive pas à se déplacer ou que ça soit physique ou mental. Mais invalide peut être aussi une faible incapacité. Donc, au lieu d'être à 100%, vous êtes à 90%, mais vous êtes techniquement invalide. Donc, allez vérifier. Souvent, on peut avoir des gens dans la famille qui ont de l'asthme, sont traités pour du stress, des petits problèmes de dos, et vous n'êtes pas à 100%, donc vous êtes à 90%. Il se pourrait que vous ayez le droit à ça. Et si vous avez le droit à ça, ça devient très intéressant. Pourquoi? À partir du moment où vous avez la possibilité d'ouvrir un peu comme un REE ou REER, ce régime enregistré, si vous mettez 0 dedans, 0 argent,
vous recevez $1000 par an. Donc, il n'y a pas beaucoup d'investissement où vous mettez 0, vous en recevez 1000. C'est plutôt sympathique. La seule chose, c'est qu'il faut que l'argent reste 10 ans. Le but, en fin de compte, on sait que déjà, même les gens valides, à partir de 40 ou 50 ans, ça devient plus compliqué de trouver du travail. Alors, les gens qui sont invalides, soit en chaise roulante, ça devient encore plus compliqué pour eux. Donc, le but, c'est de les aider le plus tôt possible à créer ce pot d'argent pour que ils aillent à la retraite. Alors, ils n'auront pas la retraite peut-être à 65 ans, peut-être plutôt à 45 ou 50 ans. Donc, c'est pour ça que l'argent doit rester 10 ans. Là où ça devient très intéressant, c'est que vous pouvez le créer pour un enfant ou quelqu'un de la famille. Donc, si vous avez un parent, un frère, un sœur qui vit avec vous, par exemple, pour différentes raisons, vous pouvez l'ouvrir pour lui. Et à chaque fois, vous allez mettre $1. Selon le taux d'imposition de la famille, vous pouvez récupérer jusqu'à $3 supplémentaires. Donc, vous mettez 1, à la fin du mois, vous en avez 4. Vous mettez 1000, à la fin du mois, vous avez 4000. Donc, il y a énormément de subventions à l'intérieur. Il faut que s'il y a quelqu'un où vous pensez qu'aurait la possibilité de l'utiliser, ce plan-là, parlez à votre banque, parlez à votre institution financière, parlez à votre agent financier, parce que si vous avez quelqu'un d'invalide autour de vous, c'est la poule aux œufs d'or, entre guillemets. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il faut être invalide. On est d'accord que c'est pas forcément ce qu'on veut. Invalidité permanente, hein, de la manière dont tu l'as expliqué, on parle d'invalidité permanente. Alors, c'est ça. C'est là, l'invalidité permanente, des fois, on le sait pas. Ça peut être une invalidité et puis avec la médecine fait que, alors oui, si vous ne devenez plus invalide, alors là il y a des règlements qui fait que vous devez rembourser une partie, mais si vous êtes en chaise roulante par exemple, la probabilité est relativement faible qu'elle ne soit pas permanente. Donc, en tout cas, il y a des restrictions. Et l'idéal, c'est de s'asseoir, d'en discuter, de dire ok, est-ce que dans mon cas ça marche, oui ou non? Parce que ça devient très intéressant pour aider les familles dans le besoin. Parce que si votre enfant a 20 ans et qu'il a une invalidité, vous mettez de l'argent pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, il y a un gros pot d'argent qui peut être utilisé de différentes façons. On n'est pas obligé de l'utiliser pour la retraite. Ça peut être acheté pour acheter une nouvelle chaise roulante, par exemple, ou des choses comme ça, s'il y a besoin de fonds. Mais il faut que l'argent reste 10 ans, puisque c'est pour plus tard. Donc, vous ne pouvez pas l'ouvrir après 59 ans. C'est la date limite, parce que comme ça doit rester 10 ans, il y a un moment donné où si vous l'ouvrez jusqu'à 80 ans, on sait que vous n'allez jamais récupérer l'argent, parce qu'il y a peu de chances que... Alors ça doit se faire, on doit le prouver en fait avec des preuves médicinales, c'est comme ça qu'on le dit ce mot. C'est ça, donc là vous avez une situation et votre médecin a un dossier sur vous. Donc quand vous êtes en bonne santé, votre dossier dit que vous êtes en bonne santé. Et puis si vous avez une condition médicale, parlez-en à votre médecin. Allez voir sur l'obtention, vous tapez en ligne sur Google crédit de taxe pour invalidité. Et puis là, il y a une liste d'une vingtaine ou une trentaine de maladies. Et des fois, on s'aperçoit que les maladies, c'est l'asthme. Ok, vous êtes asthmatique. Oui. Ça fait que vous ne pouvez pas faire beaucoup de sport, mais vous avez une vie tout à fait normale. Vous pouvez travailler. Bon, vous pourriez avoir un crédit de taxe pour invalidité. Après, tout dépend du niveau d'asthme, mais on n'est pas, encore une fois, c'est pas forcément pour des gens qui ont des problèmes physiques importants, voire même mentaux importants. Ça peut être juste un faible pourcentage et vous avez une vie tout à fait normale, mais vous auriez le droit à cette option-là. Mais c'est pas quelque chose qu'on entend partout. Si tu n'avais pas été sur l'émission, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seraient pas au courant. Est-ce que c'est parce que tu disais, comme tu disais, les banques ne sont pas... Mais c'est déjà c'est un outil un peu... C'est ça, il y a des réglementations un peu plus poussées qu'un REE ou un REER. Donc, il y a certaines institutions qui disent c'est trop compliqué, on ne l'utilise pas. Il y en a qui l'ouvrent, il y a certaines banques qui l'offrent. Donc, n'hésitez pas. Si vous travaillez avec votre banque et votre conseiller est à la banque, posez-lui la question. Si vous avez un agent financier à l'extérieur de la banque, posez-lui la question. C'est pas très compliqué à mettre en place à partir du moment où vous avez votre taxe d'invalidité qui est mise en place. Après, c'est une application et il faut suivre juste les règles. Mais ouais, c'est...
Autre chose que j'ai pu lire en faisant quelques recherches, c'est qu'il peut y avoir plus d'un titulaire de ce régime-là. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Comment c'est possible? Alors, en fin de compte, il pourrait y avoir vous pourriez avoir 2 enfants. Oui. D'accord. Et puis ces 2 enfants pourraient avoir des problèmes tous les 2. Donc en général, on fait un plan pour les époux, par exemple, puisque c'est eux qui vont détenir le plan pour les enfants. Donc c'est eux qui vont pouvoir gérer les bénéficiaires. Puis c'est eux qui vont mettre de l'argent d'année en année, mais le bénéficiaire va être les enfants, c'est pas pour eux. Je comprends mieux. Bon, pour avoir plus de détails, là, moi, je vais inviter les gens à aller directement te retrouver et puis parler avec toi en visitant ton site web www.aspirewealth.ca. Écoute, Cédric, on va prendre une pause et juste après la pause, tu vas parler d'un sujet qui, je suis sûre, va intéresser beaucoup de gens, l'inflation. On n'a pas trop envie d'en parler, mais il le faut. Non, c'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours finance avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi et cette fois-ci, on parle de l'inflation. Il y a de l'inflation partout, dans tous les domaines. Moi, c'est ça que je sais. Mais alors, c'est grave. D'abord, c'est quoi l'inflation? Ben, c'est une augmentation comme accrue, incomprise, souvent frustrante. Ben, l'inflation, une inflation normale, c'est une augmentation de notre valeur. Votre maison augmente d'année en année, on espère. Votre salaire augmente d'année en année. Donc l'inflation, il faut qu'il y ait de l'inflation, parce que sinon, moi quand j'ai acheté ma maison, elle avait été achetée 30 ans avant par les anciens propriétaires. Et ils l'ont acheté 75 000 $. Ça veut dire que ma maison, elle vaudrait 75 000 $ aujourd'hui. Je fais pas grand-chose avec ça. Ouais, donc, l'inflation est un phénomène naturel. Cependant, étant donné qu'on a une rupture dans la chaîne, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que des fois, on va faire les courses et puis on n'a pas tout ce qu'on veut. On veut faire des rénovations et puis on n'a pas toutes les pots de peinture. Donc, il y a un manque. Mais la demande augmente parce qu'on ne fait plus rien. On ne peut pas aller voyager, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller au restaurant. Donc, on veut tous faire de la rénovation. Ou on veut tous acheter des ordinateurs parce que maintenant, on décide de travailler de la maison. Donc, tout ça fait que ça a créé de l'échauffement et donc on a de l'inflation. La bonne nouvelle qu'on a eu cette semaine, c'est que l'inflation, la Banque du Canada, qu'on appelle la BOC, ou la Fed, qui est celle des États-Unis, la Banque des États-Unis, eux nous annoncent que quand ils refont leurs recherches, cette inflation est de courte durée parce qu'elle est créée par cet échauffement. À partir du moment où on va tous revoyager, aller au restaurant, on va arrêter d'acheter les pots de peinture. On va arrêter d'acheter les ordinateurs parce qu'on va faire autre chose.
Donc là, par contre, il va y avoir une inflation dans l'autre sens, c'est-à-dire que les prix du transport de l'aviation, forcément, on va tous vouloir voyager en même temps. Donc les compagnies, il n'y aura plus de bons deals, comme on dit. Donc l'idée est que la Banque du Canada, à un moment donné, va augmenter le taux directeur. Pourquoi ? Parce que déjà, étant donné que les taux sont bas, ça veut dire qu'en gros, je peux aller chercher sur ma ligne de crédit pour dépenser plus parce que le taux est bas. Donc ça veut dire que c'est ce que la banque m'a dit. Je veux acheter encore plus. Donc à un moment donné, ils ont dit il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on réajuste. Donc, comme je disais avec Yolande tout à l'heure, moi, si j'avais appareillé ma chemise aujourd'hui, vous m'auriez vu en speedo parce que j'aurais pas eu de chemise. J'étais sûr qu'ils allaient augmenter. La Fed, je sais que c'est un peu plus différent parce que pour l'instant, aux États-Unis, par exemple à New York, les restaurants sont pas fermés, les cinémas sont pas fermés, tout fonctionne comme normal. Donc c'est un petit peu différent. Par contre, moi, j'étais quasiment sûr que là, la Banque du Canada allait augmenter. Là, ils ont dit qu'ils commenceraient au mois de mars. Par contre, c'est sûr et certain, ça va être fait dans l'année. On annonce entre 1 et 1,5% sur 2022 d'augmentation des taux directeurs. Ce qui veut dire que ceux qui ont un taux de prêt hypothécaire en fixe, ça ne va rien changer pour eux, parce que c'est fixe. Donc, si vous l'avez fait en 2021 et que vous avez pris un prêt pour 5 ans, vous êtes tranquille jusqu'en 2024. Donc là, il n'y a pas de problème. Pour les gens qui ont un taux variable, alors là, oui, il va y avoir une augmentation, c'est sûr. Mais les gens qui ont un taux variable savent qu'il y a des augmentations et des baisses. Ça fait partie du deal du taux variable. L'avantage du taux variable, c'est ça le risque, en fait. Oui, mais si vous aviez parié un taux variable en 2020, depuis 2020, vous êtes à 1,5%, alors que tout le monde est à 2,5%. Donc, depuis 2 ans, vous avez gagné 1% sur 2 ans. Donc, même si ça augmente de 0,25, ce qui est probablement la prochaine augmentation, vous êtes toujours gagnant par rapport à 2 ans que vous aurez dû signer à 2,5. Il y a des calculs à faire, c'est sûr, mais c'est sûr et certain, on va vers une augmentation. Et c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, parce que quand vous et moi, on va faire les courses et qu'on s'aperçoit que notre baguette, au lieu de l'acheter 1,50 $, maintenant, on l'achète 2 $, là, on se dit, il faut que ça s'arrête. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on... Ça, c'est moi, ça. Ouais, c'est ça. Et puis, n'oublions pas... Mais là, tu avais parlé de courte durée, Cédric. Est-ce que tu as une idée en tête, je sais pas, d'où tu t'en as pas du tout? Tu as dit que ça allait durer... de l'inflation, oui. Est-ce que... Si je suis capable de te donner le mois et l'année, là, je deviens milliardaire dans les 30 secondes. Non, par contre, on sait que le plus gros problème aujourd'hui, c'est la Covid. Alors, plutôt que d'essayer de penser, allons chercher les datas. Les datas nous montrent qu'on est à 85%, 90% selon les régions de double vaccinés. Le 3e vaccin était entre là. Donc, ça veut dire que... j'ai mon téléphone qui sonne. Ce qui veut dire que on va plutôt dans la bonne direction que dans la mauvaise. On n'est pas comme certains pays où on est à 20% de vaccinés et puis là, la prochaine vague, on va être frappé. Donc, ce qui veut dire que logiquement, sur les chiffres qu'on a, 2022 devrait être mieux que 2021 et 2023 sera encore mieux que 2022. Cependant, la pandémie n'est pas finie là. Les gens qui disent dans 6 mois on n'a plus de pandémie, c'est pas vrai. Il va y avoir un nouveau variant au mois de septembre, c'est garanti. Comment nous on va réagir, notre corps humain, on verra. Mais l'idée est surtout que les gens décident d'aller chercher moins facilement de l'argent, parce que comme l'argent est pas cher en ce moment, ça c'est la première chose. Et 2, le gros changement, c'est qu'en 2021 et 2020, les gouvernements ont mis énormément d'argent. Donc, ça a facilité de l'argent gratuitement pour tout le monde. Ça, une fois que ça va s'arrêter, ça devrait annuler cet échauffement parce que maintenant, il va falloir aller travailler. Moi, je connais des étudiants, pour l'instant, ils disent « Pourquoi j'irai chercher du travail à travailler 25 heures par jour et rentrer à 2 heures du matin alors que pour l'instant, j'ai mon 2 000 $ qui me tombe ou mon 1 500 $ qui me tombe ?» Je cherche pas trop de travail. Donc, à partir du moment où tout ça va s'arrêter, donc il faut aider les gens, c'est sûr, on n'a pas le choix. On a une pandémie. La dernière pandémie qu'on a eue, c'était 1915, 1929, c'est la crise financière. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Donc, il faut aider ces gens-là, ces restaurants, ces petits business qui n'ont pas le droit d'avoir plus de 3 personnes dans leur magasin. Ça, c'est catastrophique, je te dis. Mais non, puis là, ça me fait penser... Tout va bien.
Ça, on va dans la bonne revient, direction. oui. Ok, on essaie d'y croire, on y croit. Ok, on y croit. On revient sur les bases. Moi, quand on me demande est-ce que ça va bien, j'ai à manger sur ma table. Les gens que je connais sont en bonne santé et j'arrive à payer mon prêt hypothécaire. Donc, je ne suis pas vraiment à plaindre. Oui, je ne peux pas voyager, je sais. Ouais, ma famille est en France, ça fait 3 ans que j'attends de les voir. Mais ça pourrait être pire. Je n'ai pas fermé mon business, je n'ai pas de famille, je n'ai pas mes enfants qui sont à l'hôpital. Donc, on va dans la bonne direction. Et l'inflation, le taux directeur qui va augmenter, va nous aider à moyen court terme. N'oublions pas qu'un taux hypothécaire normal est de 5%. C'est un taux normal. Sauf que ça fait 15 ans qu'on n'a pas vu ça. Alors, on se dit, c'est pas normal que le taux directeur augmente. Mais oui, on ne peut pas rester à des taux planchers. C'est pas sain. Et puis, on voit l'inflation dans l'immobilier. Pourquoi autant de gens achètent autant de maisons alors peut-être qu'ils ne peuvent pas, financièrement parlant? C'est parce que le taux est tellement bas que quand vous achetez une maison avec un taux variable à 1,5, bien sûr que ça aide comparé à 4%. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup Cédric pour ces informations. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu aimerais partager, mais là, on manque de temps. Je vais te souhaiter un bon week-end et puis inviter les gens à aller te contacter par courriel. Bye bye. Ciao, ciao. www.aspirewealth.ca, c'est le site web de notre conseiller financier. Si vous avez envie de rentrer en contact avec lui, on va prendre une pause et juste après, je partage quelques informations que vous devez savoir. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, je vous amène en Thaïlande avec Parouji Akara Sewi. Elle va nous parler de la cuisine, de la communication et de sa passion pour les réseaux sociaux. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je mélange du brun avec du rouge, c'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors je prends de l'alizarin. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aimerais vous rappeler que le 30 janvier à 23h59, c'est la date limite en fait pour déposer les candidatures pour les prix Bernard Grandmaître. Vous pourrez avoir toutes les infos au www.acfoottawa.ca. Je pense qu'ils ont voulu étendre le dépôt des candidatures pour vous permettre à vous de pouvoir souligner le travail de quelqu'un dans la communauté. Alors, n'oubliez pas. Aussi, vous inviter à visiter le www.rpfo.ca. Pourquoi? Parce qu'en février, ils lancent officiellement les activités entourant le mois du patrimoine franco-ontarien. Et parmi ces activités-là, j'en ai parlé avec la directrice générale aujourd'hui à l'émission. Elle me disait que les premiers jours du mois de février, ils vont faire des consultations grand public. Donc, vous pouvez participer, poser des questions sur le patrimoine franco-ontarien, poser des questions sur ce que fait le réseau du patrimoine franco-ontarien et c'est gratuit. Vous êtes invités. Donc, encore une fois, le site web, c'est le www.rpfo.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et nous, on sera de retour lundi à partir de 11h. On va s'informer sur les activités du Musée des Beaux-Arts du Canada. On va aussi connaître officiellement le contenu du magazine Le Droit à faire avec sa rédactrice en chef, Marie-Claude Lortie et bien plus encore. À lundi. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Regardez TV Rogers, Ottawa.